Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Salut. Melinda, bonjour Charlie. Bonjour, Bonjour. bonjour. Charlie, et avant ça, Melinda, je vous propose de vous présenter. Moi, je suis là en tant qu'animateur, donc je vais vous laisser la parole pour expliquer un peu ce que vous faites, qui vous êtes, et ensuite on passera sur le sommaire et sur le déroulé du sujet de comment atteindre ses objectifs en 2023. Ok, je commence alors. Bonjour à tous. Je suis Mélinda Limoges. Je suis coach certifiée en neurosciences et je travaille avec avec les entreprises beaucoup, mais aussi avec les indépendants et les individuels pour augmenter tout ce qui est performance et bien-être dans l'entreprise et dans le monde du travail grâce aux neurosciences. Donc, euh, donc voilà, j'ai plein de choses à vous partager et je vais essayer, j'ai prévu quelques petits exercices pour vous aussi pour que vous puissiez tester en live. Trop bien. Super. Bon, eh ben, moi, je suis Charles Gaillard. Je suis donc le fondateur de Bigger. Bigger, c'est un service de mise en relation entre des entreprises et des talents salariés ou indépendants, donc notamment des freelances. On travaille beaucoup avec des freelances. Et je suis ravi d'être avec vous ce matin et d'autant plus ravi que, voilà, avec Mélinda, on se connaît depuis, je pense, 15 ans, dans des vies précédentes où nous n'étions pas entrepreneurs, ni elle ni moi. Et donc, c'est un vrai plaisir de se retrouver aujourd'hui, voilà, pour vous partager des éléments, voilà, qui vont, je pense, vous être assez utiles aussi pour bien démarrer l'année. Exactement, top. Et donc, du coup, pour le sommaire, on va faire quelque chose d'assez simple. On va d'abord, et Charlie va vous donner les avantages et un peu une méthode pour se fixer des objectifs, ce qui est important, notamment en début d'année, pour avoir des lignes directrices. Ensuite, on aura Melinda qui va nous donner sa méthode pour atteindre ces objectifs-là grâce aux neurosciences, avec des petits tests qui, j'espère, vous plairont. Et ensuite, on vous laissera un petit temps pour répondre à vos questions si vous en avez. On va lancer d'abord un premier sondage. L'idée, c'est de savoir un peu, est-ce que vous vous êtes déjà fixé vos objectifs pour l'année 2023? Je ne crois pas. Ah si, j'ai le droit de voter. Chouette. Donc, vous pouvez voter par rapport à la petite pop-up qui s'est affichée et ensuite, ça vous permet d'avoir accès normalement aux résultats qu'on va vous donner directement. Vous déterminez vos objectifs en 2023. Oui, j'ai quelques Ah, idées. J'ai du mal à m'en souvenir. Je ne les ai pas utilisées. Alors, tac. les résultats sont assez marqués, hein, parce qu'on voit que beaucoup ont déjà quelques idées, en tout cas. Exactement. On voit que 88 des personnes qui ont répondu ont déjà quelques idées. 2%, j'ai du mal à les définir. Et 0, je n'en vois pas l'utilité. Bon, on est déjà sur la bonne route. Après, l'idée, c'est d'essayer de les réussir et de réussir à les atteindre. Mais on est là pour vous donner des clés. Donc, on va commencer. Charlie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu moins ce que toi, tu te fixes tes objectifs ou en tout cas, comment est-ce que enfin, quels sont les avantages et qu'est-ce que tu pourrais donner comme astuce aux participants pour le faire? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais aller assez vite, hein, parce que le but, c'est effectivement de voir comment les neurosciences peuvent nous aider, mais on voulait quand même juste vous partager un petit rappel sur ben, l'intérêt, le pourquoi se fixer des objectifs. Donc, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est évidemment de commencer à identifier des ambitions et des attentes. Donc, en fait, du prendre du recul par rapport à son quotidien, de se questionner sur ce qui est important pour nous et sur la façon d'y arriver. Donc, c'est justement le deuxième point qui est de bien définir son plan d'action. Donc, premier sujet, j'identifie mon ambition, ce que je souhaite atteindre. Deuxième étape, je vais définir comment l'atteindre, donc avec un certain nombre d'actions que je vais mettre en place. Ça permet aussi, bien sûr, de mesurer sa progression. Donc, en cours d'année, on peut revoir ses objectifs et se dire, bah voilà, j'espérais être à tel endroit, à tel moment. Est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y suis pas encore? Est-ce que mon objectif était trop ambitieux? Est-ce qu'au contraire, je l'ai déjà atteint en cours d'année? Donc, c'est assez utile parce qu'en fait, on se rend compte que quand on fixe un plan, alors il y a une statistique, je ne l'ai plus en tête, mais qui montre que quand même, lorsqu'on se fixe un plan, on a de beaucoup plus grandes chances d'y arriver. Et très souvent, on tombe à peu près, on arrive à peu près à atteindre ses objectifs s'ils sont bien définis en amont. Et puis, bah, du coup, si on mesure sa progression, si on est toujours dans cette prise de recul un peu permanente et ce questionnement qui nous permet justement de ne pas tomber uniquement dans l'opérationnel et faire avancer les choses, mais se poser la question de là où on veut être et comment on y arrive, évidemment, ça permet de pérenniser son activité et donc ça vous permet de sécuriser aussi la suite et d'être en pilotage et non pas uniquement en suivi a posteriori de ce que vous avez fait. Donc en fait, c'est ça que l'intérêt pour moi d'avoir des objectifs, c'est vraiment de pouvoir
piloter plutôt que subir ou suivre, et du coup passer voilà, vraiment de ce suivi a posteriori à un pilotage a priori avec l'ambition et comment on y arrive, et de rechallenger ça de façon un petit peu itérative tout au long de l'année. Donc ça, c'est les grands avantages de se fixer des objectifs. C'est ça. Et je rebondis, Charlie, pardon, juste pour. Mais c'est vraiment important aussi la temporalité de la revue de ces objectifs. Il y a des entreprises, pour vous donner des exemples, qui revoient les objectifs toutes les semaines, par exemple avec leurs commerciaux, pour vraiment que la feuille de route et les objectifs soient respectés. Et d'autres vont le faire dans un temps un peu plus long. Mais quand on est indépendant, clairement, si vous le faites pas, vous perdrez un peu le fil parce qu'on est sursollicité sur plein d'actions au quotidien qui sont pas forcément fondamentales et qui nous font perdre le fil. Bon, voilà. En fait, ça va dépendre de la granularité de vos objectifs. Et donc, justement, Mhm. effectivement, quand vous allez fixer vos objectifs, vous allez aussi fixer une périodicité de revue de ces objectifs-là. Donc, moi, je vous donne un exemple. Par exemple, pour Bigger, il y a des objectifs qu'on revoit toutes les semaines. Donc, des objectifs notamment chiffrés pour voir quelles sont les tendances et identifier le plus tôt possible des signaux faibles s'il y a un décrochage ou voilà, un changement de tendance. Donc, ça, c'est important. Et puis, il y a des objectifs, en tout cas, ça, c'est ce que nous, on fait chez Bigger, qu'on revoit tous les trimestres. Donc, nous, on utilise la méthode des OKR. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire une recherche Google, puisque c'est justement Google qui a inventé ce terme. Donc, justement, avec un objectif bien défini, le O, et KR, c'est les Key Results. Donc, c'est toutes les étapes pour arriver à cet objectif. Et donc, ça permet justement d'avoir ce fameux plan d'action de façon assez naturelle, puisqu'on a les grandes ambitions et la déclinaison de cette ambition au travers d'objectifs plus atteignables et mieux temporisés. Comme ça, dans la stratégie des petits pas, on peut un peu suivre où on en est. Mais effectivement, en fonction de la granularité de vos objectifs, il y aura une périodicité de revue et de révision qui ne sera pas nécessairement la même. Alors après, il y a donc se fixer des objectifs. Donc l'intérêt de se fixer des objectifs, c'est ce dont on vient de parler. Mais il y a aussi comment se fixer des objectifs et des bons objectifs. Et ça, souvent, c'est là où déjà on a quelques difficultés, parce que c'est assez difficile en réalité de fixer un bon objectif, un objectif qu'on va pouvoir revoir, qui va être un petit peu pérenne. Et donc, il y a une méthode que peut-être vous connaissez déjà, mais voilà, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça fait du bien quand même de se rappeler ça en début d'année quand on est dans cette temporalité de fixation des objectifs. C'est la méthode SMART. Donc, à chaque lettre correspond en fait un adjectif de l'objectif que vous devez vous fixer. Et donc, pour que l'objectif soit, voilà, qu'il ait le plus de chances d'aboutir, il doit respecter du coup ces 5 critères. Le premier, c'est d'être très spécifique. Donc, on oublie les objectifs très, très généralistes, très globaux, un peu tiroir où on peut mettre plein de choses dedans. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de précis. Donc, par exemple, si c'est, j'en sais rien, moi, mais refaire le point sur tous les clients, non, c'est pas assez précis. Il faut réussir à dire, pour chaque client, je dois identifier tel et tel interlocuteur, par exemple, ou faire un suivi précis de telle et telle chose, et voici ce que je souhaite atteindre. Donc ça, c'est vraiment la première chose, ne pas être trop global et d'être assez spécifique. Le deuxième, le M, donc c'est en anglais, c'est measurable, donc c'est de pouvoir le mesurer. Qui dit mesurable ne veut pas forcément dire dans l'absolu qu'il doit être uniquement quanti. On peut avoir des objectifs qualitatifs qui sont mesurables. Mais en tout cas, il faut trouver une façon de le mesurer, voilà, avec une unité et quelque chose qui ne soit pas au doigt mouillé, mais vraiment là aussi assez précis. Donc ça, c'est pour le M. Ensuite, on a le A. Il faut que l'objectif, évidemment, soit ambitieux. Alors, ni trop, ni pas assez. Donc ça, c'est aussi à vous de vous dire comment vous fixez vos objectifs et qu'est-ce que vous êtes en droit d'atteindre. Et encore une fois, un objectif peut être revu. Il ne faut pas que ce soit un coup près absolu qui tombe, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Ça doit être revu régulièrement, des objectifs. Mais quand même ambitieux pour qu'il, justement, il vous drive, il vous donne envie d'aller un petit peu plus loin, tout en étant quand même atteignable. Parce que sinon, évidemment, on perd tout le bénéfice de l'objectif. Si à la moitié de l'année, on se rend compte qu'on n'a pas fait 10% de l'objectif, c'est assez démotivant pour aller chercher les 90% qui manquent. Donc, il faut effectivement réussir à trouver le bon équilibre entre ambitieux et atteignable. D'ailleurs, je crois qu'on trouve les deux définitions sur le A. Ensuite, il faut qu'il soit évidemment réaliste. Donc là, ça rejoint atteignable. Réaliste, ça veut dire qu'effectivement, c'est un objectif que vous pouvez atteindre, que vous avez les moyens pour l'atteindre, que vous avez tous les outils, les processus, les ressources qu'il vous faut pour pouvoir atteindre cet objectif. Et évidemment, il n'est pas question de se fixer des objectifs qui sont complètement irréalistes et qui vont vous mettre en difficulté et vous plomber d'un point de vue voilà, motivation. Encore une fois, ça doit être un enabler, la fixation des objectifs, et pas au contraire vous plomber. Et puis, le dernier sujet, c'est de temporellement les définir. Donc, exit les objectifs où ils sont tous au 31-12 et on se dit l'année prochaine, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, il faut que vous réussissiez à avoir justement dans votre niveau de granularité
des objectifs qui sont atteignables. Je pense que Mélinda va en parler, mais on a besoin de petites victoires permanentes. Et donc, fixez-vous une bonne granularité pour que justement tout ne soit pas en fin d'année, que ce soit l'effet tunnel toute l'année et que vous vous démotivez en cours d'année. Non, il vous faut des petites victoires et donc découper vos objectifs de façon assez granulaire quand même. Voilà pour la méthode SMART. Bon, c'est un rappel, je pense, pour beaucoup d'entre vous, mais ça vaut quand même le coup parce que c'est une méthode qui est utilisée, qui est vraiment intéressante. Donc, une fois qu'on a fixé ces objectifs, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, mettre en place un plan d'action. Et donc, voilà, on a fixé l'ambition, on a fixé les objectifs. Maintenant, c'est comment on y arrive. Donc, là aussi, je pense que ce sera un rappel, mais c'est toujours utile de réévoquer ça. Il faut que vous identifiez les différentes étapes, le chemin à parcourir pour aller jusqu'à cet objectif. Donc, c'est ça qui va justement vous permettre aussi d'être un peu granulaire. Il va vous falloir construire un rétro-planning ou un planning en fonction des objectifs. Soit vous vous dites, je veux atteindre tel objectif à telle date et je fais le rétro-planning et je vois si effectivement il est atteignable ou pas. Soit vous le construisez à partir d'aujourd'hui et vous voyez si c'est compatible. Mais effectivement, à la fin, il faut qu'il y ait un planning qui soit cohérent avec justement l'atteinte potentielle des objectifs. Vous allez devoir hiérarchiser les actions. Il y en a certaines qui vont être sur le chemin critique et que vous ne pourrez pas éviter et qui sont indispensables pour l'atteinte de l'objectif. D'autres qui sont plutôt des facteurs qui vont être amenés à vous aider. Et donc, évidemment, vous n'allez pas les traiter de la même façon. Vous allez devoir, rapidement et de façon régulière, évaluer l'avancée du projet et des objectifs. Je vous disais, ne fixez pas des objectifs dans le marbre. N'hésitez pas à les revoir de façon régulière pour pouvoir justement, quelque part, aussi vous dire voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai atteint, voilà ce qui me reste à faire. Et ça, c'est assez utile quand même pour pouvoir justement aussi vous mettre et garder la motivation. Et puis, on en a un petit peu parlé sur la slide précédente, il faut identifier les ressources parce qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre aussi de vous dire est-ce que mon objectif il est atteignable ou pas? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires? Si vous ne les avez pas, est-ce que vous pouvez y avoir accès d'une façon ou d'une autre? Ça peut être des personnes clés, ça peut être des outils, ça peut être des processus à mettre en place. Et puis, au fur et à mesure, lorsque vous allez suivre votre plan d'action, mettez tout de suite en place des actions correctives. Dès que vous voyez qu'il y a une déviation par rapport à l'objectif, un changement de tendance, un signal faible, essayez d'analyser ce qui change ou ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir très vite soit ajuster l'objectif parce que les conditions et le contexte changent, soit au contraire ajuster votre façon de faire pour pouvoir le plus rapidement possible atteindre cet objectif ou en tout cas vous remettre sur le chemin de l'atteinte de l'objectif. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie plan d'action très concrète qu'il faut ensuite faire une fois qu'on s'est fixé les objectifs pour ne pas laisser les objectifs sur une feuille Excel ou ailleurs et ne les revoir qu'une fois tous les 6 mois. Ça se pilote quand même des objectifs et ça se revoit de façon assez récurrente. Petite question, Charlie, que je me pose. Pour le suivi des objectifs, vous avez un outil particulier à recommander ou alors comment est-ce que vous le faites, par exemple, chez Bigger? Alors nous, chez Bigger, donc, comme je le disais, on utilise les OKR, donc, qui est une méthode assez connue en startup et qui est assez intéressante parce que justement, elle permet d'avoir un canevas assez précis dans lequel on peut s'inscrire quand on ne sait pas trop par quelle méthode démarrer. Nous, on les revoit de façon donc trimestrielle au plus tard. On utilise franchement bêtement Excel. Il n'y a pas forcément besoin de gestion. On ne voulait pas surcomplexifier en rajoutant des outils, on préfère faire des choses simples et dont on sait qu'elles vont être atteignables, avoir des objectifs qui sont le plus précis possible, les revoir de façon régulière. Mais là aussi, si ça devient une contrainte parce qu'on a tout mis dans un outil, que c'est compliqué, etc., c'est là où on lâche. Donc nous, on a fait des choses simples. On s'est listé un nombre d'objectifs assez restreint quand même dans l'absolu pour justement aussi pouvoir bien les piloter. Et en tout cas, avec des acteurs bien précis, de façon à pouvoir les revoir de façon la plus simple possible. Ok, on a 2 petites questions. On a Lali qui nous pose une question que je n'ai pas bien compris, mais c'est est-il possible d'écrire le sigle de la stratégie sous objectif modèle Google? Alors, je ne sais pas si ça... Ah oui, c'est OKR. Alors, c'est en anglais, c'est OKR en français. Oui, c'est OKR. Je viens de vous le remettre. Donc voilà, donc ça, effectivement, ça peut être une façon de structurer un peu vos objectifs et votre plan d'action. Voilà. Donc, objectif, O, c'est objective, et KR, c'est Key Result. Donc, c'est les différentes étapes pour l'atteindre. Il y a plein de vidéos là-dessus, effectivement, sur Internet qui sont assez utiles et qui présentent un peu la méthode. C'est ça. Et Lali, pour ta première question, je t'invite à nous redonner un peu de détails parce que ce n'était pas très clair. Je n'ai pas bien compris ce que tu souhaitais. C'était ça, justement, le sigle. Quel est le sigle? Ouais. Ah oui, ok, sous le modèle Google que tu citais tout à l'heure. Ok, c'est très clair. Merci, Charlie. On va maintenant laisser donner la parole un peu plus, même beaucoup à Mélinda qui va nous expliquer comment est-ce que les neurosciences peuvent nous aider à atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés grâce à ta méthode, etc.
Oui. Mélinda, je te laisse la parole. Ouais, et je voulais avant commencer déjà par une première petite expérience. Je vais vous lire mon texte et voilà, et juste laisser vous porter et on verra. Donc, imaginez que quelqu'un vous a donné un citron, bien gros, bien juteux. Vous le prenez dans vos mains, sentez son odeur d'agrumes si particulière, touchez sa peau rugueuse. Alors que vous commencez à couper le citron, vous remarquez le jus coulant sur les côtés du citron. Vous le coupez en quartiers et en prenez un morceau dans votre bouche. Votre bouche est instantanément remplie de saveurs à la fois sucrées et acides, formant le goût si unique du citron. Maintenant, remarquez la sensation dans votre bouche. Êtes-vous en train de saliver? Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de saliver ou certains d'entre vous, vous pouvez peut-être nous envoyer des petits, je sais pas, des petits messages, des trucs. Mais en général, ça commence à nous faire saliver et ça prouve bien que notre pensée va avoir un impact sur votre réalité. Alors, un autre exemple, pour ceux qui n'ont pas salivé, c'est par exemple où c'est vendredi soir, vous êtes hyper fatigué, vous avez vachement bossé, vous avez envie de rien, il est peut-être 15 heures et vous avez zéro énergie. Mais en fait, ce soir-là, à 19 heures, vous avez rendez-vous. Alors, soit avec, vous avez un date ou alors avec votre femme, votre mari, un truc ou avec des potes, vous voulez sortir. Et curieusement, l'énergie revient. Donc, pourquoi donc la pensée, c'est ce qu'on va voir, la pensée crée votre réalité parce que cette pensée, elle va générer une émotion qui va entraîner un comportement qui, après, créera une expérience et impactera votre réalité. Donc, d'un point de vue indépendant, ça veut dire que si, à la base, vous ne pensez pas que vous pouvez atteindre votre objectif, quel qu'il soit, admettons que vous voulez, je ne sais pas, doubler votre chiffre d'affaires, soyez ambitieux, c'est le début de l'année, et ben, l'émotion que vous allez ressentir, elle ne sera pas bonne, vous n'aurez pas une bonne émotion. Du coup, le comportement, il ne sera pas adapté, vous n'allez rien faire, vous n'oserez pas faire des choses un peu différentes, l'expérience sera mauvaise et votre réalité sera impactée. Donc, c'est vraiment important de maîtriser sa pensée, d'autant que 98% de notre pensée sont les mêmes chaque jour. Donc, vous pensez vivre des journées différentes, mais pas du tout. Et Mélinda, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on pense. Ouais, ce qu'on pense, ce qu'on imagine et ce qui est réel. Mais je reparlerai peut-être un peu plus loin. Mais finalement, par rapport à votre objectif, quel qu'il soit aujourd'hui, il n'y a jamais que 3 types de mindset. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, c'est soit c'est possible, mais c'est pas pour moi, soit c'est possible pour moi, je sais pas trop comment, mais ou le troisième qui est je vais le faire, quoi. Je vais y arriver, je trouve, quel que soit le moyen. Et c'est justement sur ce troisième type de mindset qu'on va essayer de travailler avec les choses que je vais vous donner. Ensuite, je crois que si tu peux aller sur la slide suivante. Voilà, on va faire une autre petite expérience. Si Bruno, tu peux mettre la vidéo. Alors, juste que je vous explique, c'est une petite vidéo, ça va durer 2 minutes. Le but, c'est vous regardez la vidéo, vous suivez les instructions et on en reparle après. Allez, je vous envoie ça. Je partage. Et on est parti. Donc, il faut bien lire ce qui se fiche. Oui, vous lisez. Il n'y a pas de son de toute façon dans la vidéo. Exactement. Purement la lecture. Il va falloir trouver cette petite pièce, la suivre des yeux. Alors, je ne sais pas si vous aviez trouvé la pièce, mais il y avait autre chose à voir. Et je ne sais pas, alors, qui a dit qu'il y avait un petit poivron qui était apparu pendant la vidéo. Je vous montre que c'est vrai qu'il y a bien un petit poivron. Mais donc voilà, le point de cette vidéo, c'est vraiment de montrer qu'on est aveugle à plein de trucs dans notre vie. Et je voulais parler de quelque chose qui, dans votre cerveau, s'appelle le système réticulé activateur. Et en fait, le système réticulé activateur,
son job, ça va être de faire passer des informations de votre esprit inconscient. Donc là, l'inconscient, c'est super rapide, c'est énorme, à votre esprit conscient qui est plus petit et plus limité. En gros, le rapport de taille, l'inconscient, ça serait la tour Eiffel, et le conscient, ça serait un petit Playmobil. Donc ça vous donne une idée du pouvoir de l'inconscient. Mais du coup, le fait de ce système réticulé activateur, son job, c'est vraiment de faire passer des infos de l'inconscient au conscient. Le truc, c'est comment il fait pour faire ça. Comment c'est ce qui est important pour vous et par rapport à votre objectif, justement. Il part du principe que les choses sur lesquelles vous vous concentrez sont importantes. Donc, pour vous aider dans l'atteinte de votre objectif, il va falloir aussi dire à votre système réticulé activateur, attention, ce truc-là, il est hyper important pour moi. Et je voulais juste illustrer. Parce que dans ce cas-là, toutes les informations que votre inconscient va capter, qui vont dans ce sens, il va vous les renvoyer dans votre esprit conscient. Un exemple que je peux vous donner, c'est moi, clairement, mon système réticulé activateur, il est hyper conscient que le cerveau, ça m'intéresse. Et l'autre fois, j'étais dans ma voiture, direction Monaco, donc, et il y avait la radio d'allumée, et moi, je pensais à ma réunion, j'écoutais absolument pas la radio, et par contre, tout d'un coup, j'ai entendu 3 mots, cerveau, Menton, conférence, parce qu'il y avait Didier Van Covelaert qui venait faire une conférence sur le cerveau à Menton. Je ne sais pas ce que le gars a dit avant à la radio. Je ne sais même pas si c'était un gars, une dame, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit après. Mais clairement, pendant que je conduisais, je pensais à autre chose. Mon système réticulé activateur, enfin mon inconscient, écoutait ce qui se passait à la radio, s'est dit, tiens, ça, ce truc-là, c'est hyper intéressant pour elle. Et du coup, m'a fait prendre conscience de cette information-là. Donc, comment faire? Parce que la vraie question derrière, c'est comment faire pour que votre système réticulier activateur sache que quelque chose est important pour vous, et ben, il suffit de l'écrire. Enfin, il suffit pas, c'est une bonne chose que vous pouvez faire déjà, c'est de l'écrire. Alors, l'écrire avec un stylo, pas sur l'ordinateur, parce que ça n'active pas les mêmes zones cérébrales. Mais voilà, donc si vous avez un objectif important, écrivez-le pour avoir un petit peu tête de votre inconscient. Après, on peut aller encore plus loin, et on peut mobiliser les 4 parties de son cerveau pour nous donner plus de chances, même 7 fois plus de chances d'atteindre nos objectifs. Et là, il y a 4 phases. Il y a d'une part le côté cerveau gauche, et c'est un peu ce qu'a décrit Charlie avec le SMART, c'est-à-dire que là, il faut une date butoir, parce que s'il n'y a pas de date butoir, si on met le 31-12, ça ne le fait pas. Des étapes claires. L'important aussi, c'est d'identifier en amont les obstacles. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites et notamment avec une prof qui avait fait l'exercice avec ses élèves où elle avait ils avaient un devoir à faire pendant les vacances de Noël, et elle avait fait 2 groupes. Elle avait dit, il y a un premier groupe où elle leur avait rien dit, le deuxième groupe, elle avait dit, anticipez tous les obstacles que vous allez avoir pendant les fêtes. Et en fait, le groupe qui avait anticipé tous les obstacles, et donc une façon d'y répondre, ont rendu leur devoir. 71% de ces gens ont rendu le devoir contre 32% dans l'autre groupe. Donc, anticiper ce que vous allez faire quand vous allez avoir des obstacles, ça peut vous aider vraiment à atteindre votre objectif. L'autre chose, c'est la visualisation. Et là, donc, c'est ce que tu disais aussi, Charlie, avec le cerveau droit, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas. Une situation imaginaire ou quelque chose qui est vécu. C'est pour ça que quand vous regardez des films, vous avez peur ou vous pleurez. Et là, je voulais faire une autre petite expérience très rapide. Je vais vous demander, alors je ne vous vois pas, mais je vais de vous lever. Et l'objectif, ça va être vous allez prendre votre bras dominant et vous allez, vous restez face à l'écran et vous allez le mettre le plus loin possible derrière. Vous allez aussi loin que possible. Et l'objectif, c'est de vous essayez de toucher l'épaule opposée. Une fois que vous êtes au max de là où vous pouvez aller, vous allez prendre un point, un repère visuel, vous allez regarder pour avoir à peu près où vous en êtes. Donc, une fois ça c'est fait, maintenant vous allez fermer les yeux. Et vous allez imaginer que vous refaites la même chose, vous ne bougez pas, mais par contre, vous imaginez que votre bras, il est super extensible. Il est hyper extensible et du coup, vous arrivez carrément à toucher l'épaule opposée. Ça se fait très, très bien, il n'y a pas de problème. Tac, vous touchez et puis après, vous remettez vous imaginez que vous touchez votre bras, votre épaule, pardon, et voilà, une fois que c'est imaginé, vous rouvrez les yeux. Et la troisième étape, une fois que vous avez bien visualisé, on va refaire ce qu'on a fait la première fois, c'est-à-dire vous reprenez votre bras
et vous essayez de nouveau de toucher votre épaule opposée. Et en toute logique, enfin, très souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes allé un petit peu plus loin que la première fois. Parce que ce qui prouve bien que rien qu'en imaginant, ça peut nous aider à aller plus loin dans nos objectifs. Donc, visualisez. Après, il y a les émotions. Les émotions sont un vrai pouvoir de motivation. Et là, par rapport à votre objectif, l'idée, ça va être de vraiment vous imaginez une fois que vous avez atteint votre objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous serez super fier, vous serez, je sais pas, vous célébrerez, vous ferez la fiesta, ce que vous voulez, pour bénéficier du pouvoir de ces émotions. Et enfin, la dernière chose, c'est le cervelet, c'est le mouvement. C'est-à-dire qu'il va falloir tous les jours faire quelque chose pour votre objectif, même si c'est une petite chose, mais pour créer ce momentum, en fait, comme on dit en anglais. Et ça, rien qu'en utilisant ces 4 choses, ça permet que toutes les parties de votre cerveau vont fonctionner ensemble et aller ensemble dans le même objectif. C'est un peu comme une équipe. Si vous ne leur dites pas chacun quoi faire, là, vous n'irez pas au bon endroit. Donc voilà. Et enfin, non, peut-être pas enfin, mais je surveille le temps. Je suis très bonne dans le temps. Je suis très fière de moi. Les pôles d'énergie de Frédéric Hudson, pourquoi? Parce qu'on ne va pas se mentir, ça va être dur d'atteindre votre objectif. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ça va être un peu, vous n'allez pas avoir envie. Donc, et ce monsieur-là, Frédéric Hudson, il a établi qu'on était tous impactés par certains de ces pôles, ces 6 pôles, qui sont la puissance personnelle. La puissance personnelle, ça va être vraiment le côté de connaissance de soi pour atteindre son objectif, pour découvrir son pouvoir personnel. Après, il va y avoir le divertissement qui est le jeu, qui est moi une des choses qui m'anime le plus. C'est-à-dire que si j'ai un truc à faire, que j'ai pas envie de faire, il va falloir que je mette un truc un peu ludique dedans. Il va falloir que je mette un peu de fun, sinon j'y arriverai pas. Et c'est tout ce qui est créativité, humour, voilà, tout ce qui est ludique. Après, il y a la contribution, qui est mon deuxième pôle à moi, où c'est l'envie, c'est le partage en fait. Là, c'est vouloir communiquer, transmettre, poser sa pierre, mettre sa pierre à l'édifice. Comment dire? Poser. Ouais, Je crois que donc, ça, donc, la contribution, où là, il va falloir, je vous donne un exemple, moi j'ai fait récemment, déjà en janvier, j'ai fait un de mes objectifs de janvier, c'était de tourner une formation pour apprendre à vendre aux entrepreneurs. J'avais un peu de mal à m'y mettre, je ne vous cache pas. Et en fait, de penser comment j'ai fait pour me motiver, c'est-à-dire se me dire, mais j'avais identifié dans les gens que je connaissais quelqu'un à qui ça allait servir. Et du coup, ça m'a donné envie parce que j'ai envie de partager et de contribuer. Et ensuite, alors les autres, je ne vais pas vous les détailler, vous donner d'exemples spécialement, mais il y aura un lien sur un Google Drive à la fin où vous pourrez retrouver toutes ces définitions et comment les impliquer dans vos objectifs. Donc, l'intimité, c'est vraiment le côté... c'est créer des relations, alors que ce soit amical, couple ou partage. La réussite, ça va être le fait de franchir des paliers des objectifs pour atteindre ces objectifs. Et la quête de sens, bon, c'est de faire quelque chose en alignement avec qui on est. Donc vraiment, une fois que vous avez identifié ceux qui vous parlent le plus, alors peut-être que c'est tous, peut-être que c'est que quelques-uns, vous pouvez les mettre en action les rajouter pour vous motiver quand vous n'avez pas envie. Mais Mélinda, ce que tu disais, c'est que normalement, on a 2 majeurs, c'est ça? Ouais, en général, on a 2, 3. Mais bon, des fois, les gens il y en a plein qui sont 6. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et un autre... alors, quand on n'a pas envie aussi, il y a un autre hack, une autre astuce, c'est de s'engager à faire l'action que pour les 5 premières minutes. Donc, par exemple, si... prendre un exemple au hasard, si vous n'aimez pas faire tout ce qui est administratif, c'est de se dire, j'aime pas ça, mais je vais en faire 5 minutes. Et le fait est qu'une fois que vous aurez commencé les 5 minutes, en général, vous allez continuer. Ça marche aussi pour le sport, pour aller courir, pour tout. Ce n'est pas que pour du boulot. Ça marche partout et ça permet vraiment parce qu'en fait, notre cerveau, il préfère la gratification, pas la gratification, c'est la récompense immédiate. Il va toujours favoriser le plaisir tout de suite plutôt que le plaisir après, même si le plaisir après potentiellement est plus intéressant. Donc il va falloir utiliser des petites astuces comme ça pour essayer de le hacker et avancer. J'avais une petite question, Mélinda, que moi je me posais. C'est est-ce que le plaisir
peut s'intégrer dans la partie divertissement et jeu? Est-ce que le plaisir, oui, oui. De toute façon, enfin, le plaisir, tu peux l'intégrer dans la partie effectivement divertissement et jeu, et pour rebondir sur ce que disait Charlie au début aussi, c'est vrai que ça va être hyper important de se fixer des paliers intermédiaires de succès, parce que le cerveau, il ne peut absolument pas, encore une fois, pour faire le lien avec ça, comme il ne peut pas s'engager sur du long terme, enfin, c'est pas qu'il ne peut pas s'engager sur du long terme, mais il va privilégier les récompenses à court terme. Si vous mettez un objectif, mettons, pour l'année, très vite, il va commencer, il va se dire, ouais, je veux bien faire des petites actions, il est sympa Charlie, ou il est sympa Bruno, mais moi, je ne vois rien venir. Si je ne vois pas tout de suite un petit résultat qui vient. Donc, vraiment, se fixer des paliers intermédiaires de succès, ça permet que vous ayez votre petite dose de dopamine et qui permet de garder en motivation. Et le plaisir, ça peut être aussi la quête de sens. Enfin, typiquement, voilà, moi, je sais que dans mes pôles d'énergie, j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et c'est aligné justement avec ma quête de sens. Souvent, le sens qu'on cherche, il est aligné avec ce qu'on souhaite faire et on prend du plaisir à aller justement, on est ultra aligné, à faire ce qu'on a à faire tous les matins. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on prône chez Bigger, on dit mettre la passion, c'est du succès, mais c'est comme ça, c'est la passion qu'on a en nous. Bah, si on arrive à la mobiliser, évidemment, c'est plus agréable. Et je pense que c'est important aussi que les objectifs ils soient plaisants à atteindre, parce que sinon, on se démotive là aussi. Oui, non, il y a plein. Il y a effectivement le côté alignement, c'est super important. Un autre truc aussi que je peux vous partager par rapport à ce que je disais tout à l'heure au système réticulé activateur, une expérience que j'ai faite moi, qui est que donc vous écrivez votre objectif pour plus l'atteindre. Idéalement, vous pouvez l'afficher. Comme ça, vous le voyez souvent et ça met une petite dose de rappel à votre système réticulé activateur. Moi, ce que je fais aussi, c'est des tableaux de visualisation. Parce que avec justement qui vont stimuler l'émotion, par exemple, avec des trucs un peu qui m'inspirent en rapport avec mes objectifs. Et j'ai fait une expérience l'autre fois, c'est-à-dire qu'il se trouve, je vais vous raconter ma vie, mais il se trouve que ce tableau-là est dans ma chambre. Que mes parents sont venus dormir chez moi, du coup j'ai enlevé le tableau et je l'ai mis ailleurs. Et puis mes parents sont donc partis. Et puis je sais pas, les semaines suivantes, je me sentais pas, je sais pas, je trouvais que j'avançais moins bien, moins vite. Et je me suis rendu compte, c'est parce que je voyais plus ce truc-là tous les matins. Alors que tous les matins, sinon je le vois et c'est mes objectifs qui sont écrits super clairs. Donc je l'ai remis et paf, c'est remonté comme. J'ai retrouvé ma motivation que j'avais un petit peu perdue alors que j'avais pas ce tableau et ces émotions tous les matins qui me rapprochaient de mes objectifs. Et ça, c'est vrai que c'est bête. Moi, j'ai mis du temps à le croire parce qu'il y a un côté un peu mystique, mais de l'avoir soit sur son miroir de la salle de bain, à côté de son lit ou en écoute, de les revoir, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui nous conditionne quelque part à l'atteinte de ces objectifs-là, quoi. Ouais, non, exactement. Ça paraît un peu, oui, un peu mystique, mais non, c'est clairement et ça marche mieux. Et c'est un peu peut-être, je vais prendre un exemple peut-être un peu éloigné, mais comme les petits mots qu'on peut mettre sur son frigo, ou les cartes postales, ou alors sa liste de courses, quoi. Souvent, on va y repenser parce que c'est affiché, qu'on le lit sans le lire, mais qu'en fait, quand on est dans le rayon, on s'en rappelle, quoi. Ouais, non, c'est exactement ça. C'est de l'avoir visuel tout le temps pour avancer. Donc, c'est vraiment des petites choses qui peuvent vous aider. Donc, juste pour résumer ce qu'on a dit, votre pensée crée votre réalité. Faites attention à vos pensées. Souvent, ce qui se passe dans notre tête, on s'auto-sabote rien que dans la pensée. C'est-à-dire que, donc, vraiment, maîtrisez ça et challengez vos pensées. Ne pensez pas tout ce que vous vous dites, ce n'est pas vrai. Le système Ça, ouais. Juste pour compléter, comme il nous reste encore aussi un petit peu de temps, moi, l'image qui me parle beaucoup, parce que on m'en a parlé justement, c'est le petit singe. En fait, la voix qu'on entend toujours, qui est notre voix d'ailleurs, hein. On peut se dire que c'est un petit singe sur l'épaule, et des fois, le petit singe, hop, on lui donne une petite claque et puis il s'en va. Et c'est vrai que c'est très bête là aussi, ça paraît presque ludique, mais c'est vrai que c'est bien aussi savoir faire taire cette petite voix intérieure qui nous dit que on va peut-être pas réussir, que tiens, on est inquiet dans telle situation, est-ce qu'on va être à la hauteur? Parce que tout ça nous crée du doute, et c'est le doute qui peut créer effectivement, en tout cas, des conditions d'échec. Alors que si on y va, voilà, dans une confiance normale et qu'on aborde les choses de façon sereine, sans écouter tout ce qui nous passe par la tête comme message contradictoire, on est beaucoup plus à l'aise pour réussir. Donc, moi, je voulais
cette petite image m'avait aidé, donc je trouvais ça intéressant de la partager. Merci Charlie. Et ça me fait penser justement, il y a un autre truc qui est pour moi fondamental quand vous voulez essayer d'atteindre vos objectifs, c'est de vous entourer de gens qui vous aident par rapport à ça. Parce que dans la vie, il y a plein de gens. Il y a des gens qui vont vous donner de l'énergie, des gens qui vont vous en prendre, il y a des gens qui vont penser que vous pouvez tout réussir et des gens qui vont penser, qui vont avoir très peur, qui vont dire non, 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 c'est trop dangereux, tu n'y arriveras pas. Les deux, sans jugement, enfin les deux ont sûrement des raisons, mais quand vous voulez atteindre un objectif, favorisez les gens qui vont vous stimuler, qui vont vous aider par rapport à ça, parce que pourquoi? Parce que en fait, ces gens-là, si vous entourez que des gens, que de gens positifs ou que de gens qui sont peut-être déjà là où vous êtes, ou c'est ce qui va nourrir vos conversations. Et comme c'est ce qui va nourrir vos conversations, c'est ce qui va nourrir vos pensées. Et rebelote, on en revient au fait que votre pensée impacte votre réalité. Donc, n'hésitez pas, les mentors aussi, contactez des mentors. Les gens sont en général très, très contents de partager, ou prenez des coachs, ce que vous voulez. Mais voilà, le côté relation positive peut être aussi super intéressant. Bah oui, puis ça active le côté contribution de leur côté. Enfin, donc, non, et c'est ça, et ça peut vous faire aller beaucoup plus vite. Parce que vous avez tellement votre petit singe, comme tu dis, Charlie, qui est déjà là en train de vous dire non, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, que si c'est bien de contrebalancer avec autre chose. Et je pense que ça dépend peut-être aussi du timing de chaque personne. Je prends un exemple. En fait, on sait que quand on crée son entreprise, quand on est au début de la création, on a souvent beaucoup d'énergie. Donc, on a parfois besoin un petit peu moins de ce genre de réflexe. Et à d'autres moments, on va en avoir beaucoup plus besoin pour se recentrer sur quel est le sens de son projet, pourquoi est-ce que je l'ai fait, comment est-ce que je veux le faire. Parce que on arrive dans des périodes de 2, 3 ans où on a atteint un certain niveau et qu'on n'arrive plus forcément à trouver des relais ou qu'on a besoin plus d'aide. Quand tu prenais l'exemple des mentors, moi, ça me faisait penser à ça. C'est vrai qu'on voit beaucoup de mentors qui accompagnent des gens qui ont des entreprises qui existent depuis déjà longtemps parce qu'ils ont besoin de renouveau, d'échanges et ils sont un peu dans une routine, alors qu'en fait, il y a encore plein de choses à faire et plein d'objectifs intéressants à se fixer où ils prennent du plaisir, en fait. Ouais, de toute façon, c'est le mentorat, voilà, ça marche dans les deux sens. De toute façon, quand on est mentor, on apprend aussi énormément de choses des personnes qu'on mentor parce que ça nous permet justement de nous mettre dans des situations dans lesquelles on n'est pas forcément au quotidien et de prolonger un peu cet effort aussi. Ouais, et ça me fait, enfin, ce que tu dis aussi, Bruno, ça me fait penser à quelque chose qui est aussi important, je pense, par rapport à l'objectif. Donc, le même monsieur, Frédéric Hodgson, qui a fait les pôles d'énergie dont je vous parlais avant, il a établi qu'en fait, la vie, mais du coup, les projets, tout dans notre vie était toujours un cycle de 4 phases. Il y avait une phase de lancement, où tu es hyper motivé, tu as plein d'énergie, c'est le début. Là, c'est comme quand tu commences un nouveau boulot, où tu commences ton objectif, tu vois, de janvier, tu as décidé de te remettre au sport. Et là, c'est super positif. Sauf qu'au bout d'un moment, parce que le temps fait que c'est comme ça, tu vas rentrer dans une phase de déclin. C'est-à-dire que tu vas avoir un peu moins d'énergie parce que peut-être tu vas te rendre compte, les objectifs, c'est difficile à atteindre ou c'est pas si simple, c'est trop long, c'est trop compliqué. Et là, il y a une petite astuce pour pouvoir retourner en phase de lancement, quelque part, et c'est de rajouter 10% d'innovation. Et ça marche, tu vois, dans tous les niveaux, dans les projets, dans une relation de couple, même, ça marche vraiment partout. Et dans cette phase 2, l'idée, ça va être de trier aussi ce qui ne va plus, tu vois, pour revenir en phase 1. Parce que si tu n'arrives pas à trier ça, tu vas arriver en phase 3. La phase 3, c'est plus une phase de désengagement, où pour le coup, tu sais que tu veux plus qu'il y ait en phase 2, mais tu ne sais pas forcément ce que tu veux d'autre. Donc, tu as une phase un peu de repli sur soi, où voilà, c'est plus, faut regarder à l'intérieur. Et après cette phase d'intérieur, tu vas passer à une phase de renouveau, où tu as de nouveau envie d'essayer des petits trucs, tu sais un peu plus ce que tu veux. Alors après, tu peux faire un balancement entre cette phase de désengagement et cette phase de renouveau. Et ça suit finalement le rythme des saisons un peu. Donc, la phase 1, le lancement, c'est l'été. Après, tu as le truc, c'est l'automne, tu vois, tu commences à te rendre compte de certains trucs qui ne vont pas forcément bien. Après, c'est l'hiver, tout est à l'intérieur. Et ensuite, c'est le printemps et les choses reprennent. Donc, aussi ne pas accepter
Et je pense que c'est important pour l'objectif qu'on ne va pas pouvoir toujours, et c'est ce que disait aussi Charlie par rapport à, des fois, il faut se réaligner et il faut changer les méthodes. Mais on ne va pas toujours être dans une méga énergie et tout ne va pas se passer toujours bien, mais ce n'est pas grave, parce que chaque phase, et c'est ça le message, chaque phase va vous apporter quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose de chacune des phases. C'est pas l'objectif, atteindre un objectif, ça va pas forcément être que je mets tout en place et tout est merveilleux. Non, 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 non. Il va y avoir aussi d'autres. Et du coup, peut-être pour compléter ce que tu dis, en tout cas, moi, ce que je fais, puisque justement, effectivement, ces 4 phases, moi, j'y suis sujet, je pense qu'on est tous, hein, mais pour essayer de rester en phase 1, moi, comment dire, je dilue aussi un peu les ressources que je prends. C'est-à-dire que je me dis, OK, mon objectif, par exemple, c'est de me remettre au sport. Je vais démarrer, je sais que je vais avoir la motivation. Au bout de 2-3 mois, ça va être plus compliqué. Peut-être que je prévois en amont de m'acheter une montre connectée pour me remettre un peu et suivre un peu ma performance. Et puis après, je vais m'acheter, je ne sais pas, des nouvelles baskets. Enfin, c'est des choses bêtes, mais parfois de pouvoir aussi se dire, OK, à quel moment j'active quelles ressources et de ne pas tout activer au début en mode bulldozer, on y va, et puis au bout d'un mois, tout retombe. Mais de diluer un petit peu ça, moi, je sais que ça m'aide beaucoup parce que justement, je sais que la prochaine étape, au moment où j'aurai un creux, j'ai une capacité à engager une nouvelle ressource. C'est un peu ce que tu dis, toi, que tu appelles l'innovation, et qui en tout cas, effectivement, moi, m'aide à rester dans une phase où on y va et on se lance, quoi. Ouais, non, exactement. Et d'ailleurs, vas-y. Non, je t'en prie, pardon. Non, je t'en prie, mais j'ai entendu l'autre fois quelqu'un, je ne sais plus qui disait ça, que c'est notamment par rapport au sport, que en fait, la clé, mais je pense que ça marche pour tout, c'est de ne jamais manquer plus d'une fois. Parce que si tu cours une fois, tu cours pas tu manques une fois, c'est pas génial, c'est pas gênant, tu y retourneras. Mais si tu manques 2 fois, la chance que tu y retournes une 3e fois, c'est plus difficile. Alors, on a une question de Florence. Je vous la lis. Quand on est dans une phase de recherche de mission, l'objectif est d'en trouver une. Pas facile à ce stade de rajouter d'autres objectifs personnels complémentaires car on n'a pas assez de vision concrète de ces ressources. Comment réaliser ce travail à ce stade? Alors, vas-y. Attends, je vais essayer Ouais, de... non, déjà, je voulais dire, ressources, c'est pas forcément ressources financières, ça peut être des personnes clés, ça peut être, voilà, ça peut être, comme je disais, des outils, ça peut être, donc en fait, souvent, on identifie ressources, soit des ressources financières, soit, enfin, le mot ressources, je pense qu'il n'est pas assez large souvent quand on l'utilise dans le langage courant. En fait, des ressources, on en a plein à l'intérieur de nous, en dehors de nous, autour de nous. Et donc déjà aussi lister des ressources, c'est ce qu'on se disait au début, ça me semble assez important pour pouvoir, ou disponibilité, OK. Donc effectivement, donc là c'est plutôt effectivement un cas pratique de quand je cherche une mission, je suis pas forcément disponible, j'ai déjà beaucoup de temps engagé dans la réussite et le succès de ma mission, et donc comment je parallélise. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est une question aussi un peu technique. Il faut réussir enfin en tout cas là c'est aussi de la gestion du temps, à compartimenter un petit peu ses journées de façon à garder ce temps nécessaire, cet effort peut-être pour voilà, rencontrer des nouvelles personnes, rester ouvert et pas être dans des blocs où je suis en mission, je ne vois plus personne et, voilà, je suis en recherche et là je suis très ouvert. C'est effectivement une des grosses difficultés des freelances de façon générale, de réussir à bien gérer ces 2 parties-là. Et c'est aussi pour ça que nous, chez Bigger, d'ailleurs, on offre ce service parce qu'on sait que c'est complexe. Mais je pense que si, Florence, tu veux continuer à pouvoir justement soit prospecter, soit te rajouter des objectifs personnels, il faut réussir à bien compartimenter et à se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi à ce stade? Qu'est-ce qui est prioritaire? Donc après, c'est la gestion de priorité. Qu'est-ce que je fais peut-être un peu moins bien, mais que je fais toujours parce que c'est important? Qu'est-ce que j'abandonne? C'est très difficile. Je crois que Lali disait, choisir, c'est renoncer. Donc parfois, il faut aussi se dire, ça, je ne fais plus pour me libérer du temps pour autre chose qui est important pour moi. Donc effectivement, il y a tout ce schéma-là, et c'est là où on se dit que les objectifs, il faut les lister en début d'année, ou en tout cas à un moment donné, qu'ils soient bien atteignables, réalisables ensemble. Parce que peut-être que chaque objectif isolément est atteignable, mais il faut aussi se dire et se préserver de soi-même, de ne pas être dans la surperformance, on se fixe des objectifs dingues qui ne sont pas atteignables ou pas atteignables ensemble, et où on se met nous-mêmes en situation d'échec, et où là, évidemment, c'est très difficile de rebondir, quoi. Donc réussir, je pense, à bien planifier, à faire un plan d'action concret et à voir quel est le temps qu'on alloue et nos ressources à nous, donc notre disponibilité, notre énergie. On n'a pas une énergie constante non plus, pour pouvoir justement essayer d'atteindre ce plan d'action et ne pas hésiter à le réviser à la baisse s'il était trop ambitieux. Et je voudrais juste, je suis totalement en phase avec ce que tu dis, Charlie, et rajouter un élément. Et du coup, merci Florence pour cette question, parce que c'est hyper important en fait. C'est que
quand on a un objectif, on peut aussi se retrouver dans ce que tu dis, c'est-à-dire de faire que ça finalement, en se disant mais c'est important pour moi, c'est important, il faut que je mette tout en œuvre. Sauf que effectivement, on va avoir tendance à s'oublier. Et il est hyper important, si vous voulez durer sur la durée, sur le long terme, de garder des créneaux pour mettre des choses qui vous apportent de l'énergie. Parce que atteindre un objectif, ça va vous prendre de l'énergie. Donc, il faut vraiment garder des trucs dans la semaine qui vous apportent de l'énergie. Ça peut être des petits trucs, ça peut être écouter de la musique matin, ça peut être faire du sport, ça peut être parler à des amis, mais ne pas... parce que si vous ne remplissez pas votre tasse d'énergie, votre bol d'énergie, vous n'atteindrez pas votre objectif. Donc, à titre d'exemple, moi je sais pour rebondir sur ce que tu dis, moi je sais, et ça il faut prendre le temps aussi parfois de se poser qu'est-ce qui me fait du bien ou qu'est-ce qui me permet de retrouver de l'énergie. Moi je sais que c'est de me faire masser, et donc du coup, je sais que quand je suis un peu au bout, que même en termes de sales, pour rejoindre l'exemple de Florence sur l'émission, voilà, j'ai contacté un peu tout ce que les personnes que je pensais pouvoir contacter, que j'ai essayé de faire passer mes messages, mais que j'attends des réponses et que parfois, du coup, ma boîte mail est vide et que j'attends une réponse pour un job, un client ou quoi, de me faire masser. Moi, ça me permet, enfin, je sais que maintenant, dès que je prends rendez-vous, ça me redonne de l'énergie à l'idée de me dire, ah, ça va être un bon moment. Et ça, c'est hyper bien parce que j'ai mis du temps à trouver ça. Mais maintenant que je l'ai, je sais que, avant, au départ, j'y allais régulièrement et maintenant, rien que d'y penser et de prendre rendez-vous dans 3 semaines ou dans 2 semaines, je reprends un peu d'énergie. Voilà. C'est la projection qu'on évoquait tout à l'heure, en fait. Le fait de savoir déjà que tu vas... ça comme le citron, quoi. Exactement. Que tu as envie, et en plus, et je le dis souvent, moi, parce que dans les gens que j'accompagne, il y a plein de gens comme ça qui me disent « Ah, j'ai pas le temps. » Je dis « Non, mais en fait, ne prends pas ça comme une perte de temps, prends ça comme un gain d'énergie. » Tu seras d'autant plus performant après que tu t'auras pris le temps de te ressourcer. Donc, en fait, ce qu'on peut dire pour résumer là, ce qu'on vient de se dire, c'est qu'à partir du moment où les objectifs deviennent des contraintes qui sont insoutenables, c'est contre-productif. Les objectifs, ils doivent nous tirer vers le haut, ils doivent nous donner de l'énergie, ils vont nous en prendre pour les atteindre, mais je veux dire, on doit aussi se dire, c'est chouette si j'y arrive, effectivement, comme tu disais, Mélinda, j'ai un enjeu, j'ai une ambition, j'y vais. À partir du moment où on se sent enfermé dans les objectifs, c'est pour ça que moi, je pense que c'est important qu'on puisse dire, on a le droit de revoir ses objectifs. Parce que si on se met des objectifs qui sont trop ambitieux et qu'on sait qu'on n'y arrive pas, on se met en situation d'échec et on ne crée pas les conditions de la réussite. Non, je suis d'accord avec toi. Et Florence, sur la partie mission, parce que moi j'ai eu beaucoup d'expérience sales, notamment chez Doctolib, où en fait, des fois, on peut un peu s'épuiser quand on a des objectifs soit trop hauts, soit qu'on n'arrive pas à les atteindre, soit qu'on n'a pas les retours qu'on attend. C'est de se projeter sur du moyen long terme et de se dire que parfois aussi, il faut juste attendre. Moi, je sais qu'à titre perso, des fois, quand je fais du sales, c'est que je suis un peu fatigué. Je me dis, j'arrête. Il y a des périodes dans l'année, par exemple à Noël, où je fais plus de sales le mois de décembre parce que je suis fatigué et donc je vais parfois le faire mal. Et je me rends compte que durant ce mois-là, en fait, j'ai des propositions qui arrivent ou alors j'ai des clients qui me disent oui. Et alors que je pensais pas que ce serait le cas. Et donc, dans ta recherche de mission, là où tu te dis, je suis en attente et du coup, je tourne un peu en rond avec ça, faire autre chose. Parce que tu verras que si tu as bien fait et que tu t'es bien fixé des bonnes étapes ou que tu t'es dit, ce client-là, j'attends une réponse, je vais le laisser me répondre, et va faire autre chose et tu verras que du coup, en lissant un peu ton activité, ton volume de prospection, à un moment donné, il y a forcément des choses qui vont se passer. Plutôt que d'aller relancer. Pardon. Et la visualisation, je pense être beaucoup. Moi, il y a des entreprises des marques qui me faisaient rêver où je me disais, je rêverais de travailler pour ces marques parce que ce qu'ils font, ça me plaît, j'ai vraiment envie de contribuer. Et en fait, réussir parfois à justement se poser, visualiser, se dire, qu'est-ce que je ressentirais? C'est exactement ce que tu dis, Mélinda, dans une des slides, nous aide à ressentir déjà ce qu'on ressentirait à ce moment-là et de nous donner une énergie de dingue pour y arriver. Et en tout cas, moi, je sais que ça m'a plutôt réussi à certains moments. Moi aussi. Et donc, le dernier truc que je voulais vous partager, s'il y a certaines personnes qui veulent aller plus loin, c'est ce petit QR code où vous pouvez, je vous ai mis quelques ressources qui peuvent vous aider en plus. Bon, déjà, il y aura le côté
les pôles d'énergie que j'avais pas forcément détaillés. Vous avez aussi un petit audio qui est sympa pour créer un sentiment de, alors ce que vous voulez, de puissance, de bien-être, de sérénité. Et l'associer à un geste pour le ressentir sur demande et voilà, tester votre niveau de stress, très important aussi, plein de choses. Donc, je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. En sachant que de toute façon, vous recevrez donc les slides. Donc, même si vous n'avez pas pris le QR code maintenant, vous l'aurez aussi dans un temps 2 dans votre boîte mail. Yes. Exactement. Donc là, on va vous mettre un dernier petit sondage et vous laisser nous dire dans le chat si vous avez des questions, si vous avez des besoins particuliers. Donc là, l'idée, c'est de savoir est-ce que vous aimeriez bien creuser le sujet des neurosciences, en savoir plus. Et pendant que les gens aussi... Linda, les neurosciences, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quand même un phénomène assez récent. C'est assez récent qu'on se dise que oui, nos hormones, notre façon de fonctionner... Ouais. En fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de progrès dans tout ce qui est imagerie médicale. Donc maintenant, on peut voir ce qui se passe. Mais c'est récent, oui. On en sait de plus en plus parce qu'on l'étudie de plus en plus. Mais aujourd'hui, on considère qu'on ne connaît rien sur le cerveau tellement voilà, ça bouge tout le temps. Il y a des découvertes tous les jours et c'est absolument passionnant. Enfin, moi, je trouve ça absolument passionnant. Et c'est aussi beaucoup clairement, ce genre de choses va vous aider. Moi, je crois vraiment que sur du long terme, et si vous regardez les chefs d'entreprise de très grosses sociétés, ils ont tous besoin à un moment donné de travailler ces sujets, de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour s'étirer. Enfin, en fait, il y a énormément de choses qui vous permettront d'aller bien. Si vous avez connu des moments un peu difficiles parfois, les gens qui sont passés par des moments plus durs et qui sont passés aussi par ce genre d'exercice, ça les aide et après ils développent des vraies habitudes liées à tout ça. Ça, c'est clair. Moi, je suis profondément convaincue que les neurosciences peuvent aider à être beaucoup plus heureux, beaucoup plus performant, beaucoup plus tout. Et que moi, clairement, ça a changé ma vie. Donc, je ne peux que dire des bonnes choses à ce sujet-là. Mais c'est vraiment des outils que tout le monde devrait savoir, enfin, que tout le monde devrait connaître. Et pour moi, on devrait commencer à expliquer ce genre de choses à l'école quand on est jeune. Oui, c'est ça plutôt. Ouais, ne serait-ce que savoir que ce que vous racontez, c'est pas toujours vrai, et que justement, ce petit singe, il faut pas l'écouter. Tout le monde, on n'a pas besoin. Moi, j'ai attendu d'avoir, je vous dirai pas quel âge, parce que sait-on jamais. Je ne peux pas divulguer des choses douloureuses, mais ouais, voilà quoi. C'est hyper important. Du coup, là, on vous met les liens. Enfin, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Je vous ai mis le lien aussi du profil LinkedIn de Mélinda, où vous pouvez aller la rajouter si vous le souhaitez. Ouais, l'adresse email. Mélinda, tu partages pas mal de choses sur LinkedIn. Donc, c'est ça. Encore ce matin, il y avait un truc assez oui, ça m'a fait rigoler, c'est un truc avec ton chat. Mais bon, donc, pour en savoir plus, c'est vrai. N'hésitez pas à rajouter, parce que c'est sympa, tu donnes quand même pas mal de contenu gratuitement. J'essaie de faire zéro blabla, que de l'actionnable. Grosso modo, c'est un peu l'idée. C'est ça. Vous avez aussi l'adresse email webinar@bigger.com si vous avez des questions, si à l'avenir il y a des sujets qui peuvent vous intéresser, que vous souhaitez qu'on aborde une thématique précise, écrivez-nous ou envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de vous apporter du contenu concret, donc c'est ce qu'on essaie vraiment de faire. Comme tu dis, Mélinda, le moins de blabla possible. Donc, ça sera avec plaisir et vous pourrez vous inscrire à la newsletter aussi sur le site de Bigger ou en vous inscrivant sur le site de Bigger. Si vous cherchez l'émission, pareil, Charlie sera un plaisir avec ses équipes de vous répondre. Donc ça, c'est aussi un peu le fil rouge quotidien de l'intérêt de ces webinars. Il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas si les personnes qui sont là avec nous ont des questions. Bonjour à Thierry. Je vois que Thierry Thauvin est là. Bonjour Thierry. Que je connais. Il y a quelques noms qu'on connaît, effectivement. Ouais. C'est ça, on a eu des personnes qui ont commenté aussi durant cette heure. On a répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Et comme tu dis, au pire, on pourra de toute façon prolonger évidemment l'échange, soit avec Mélinda, soit avec nous, Bigger. Et puis, n'hésitez pas. C'est ça. On est aussi là pour ça. Vous allez nous retrouver bientôt pour de nouveaux sujets de toute façon. On essaye de se croiser une fois par mois.
Donc voilà, vous recevrez sûrement de nouvelles invitations à l'avenir pour de prochains événements. Et puis merci Mélinda. Merci. Je vous remets le petit QR code si vous n'avez pas eu le temps de le prendre en photo. Vous l'avez là, vous le retrouverez par mail pour avoir des ressources complémentaires. Voilà, C'est toujours cool. Je vais vous donner l'accès de façon manuelle. Là, je pars prendre l'avion, donc ça sera peut-être que ce soir. Donc voilà, je n'ai pas encore automatisé tout le process. Donc, mais ça vient. Mais ça viendra. Mais ça fait partie de mes objectifs. Non, c'est pas ton objectif. Ça fait partie de mon objectif du mois de janvier. Bon, super. Merci à tous en tout cas. C'est ça. Passez une bonne semaine et bon appétit si vous allez manger à midi. À bientôt. À bientôt. Merci.